Alors, bonjour. Je vais essayer de résumer pas mal les éléments que je voulais vous proposer parce que je suis obligé de vous quitter à 17h parce que j'ai mon séminaire à 18h. Donc, voilà, je vais essayer de faire tenir tout ça. Bon, ce sont des éléments de discussion autour essentiellement de la problématique de la construction de la valeur documentaire, des formes visuelles d'enregistrement, donc photographie, film, vidéo, techniques d'enregistrement, sachant qu'elles rentrent historiquement dans ce que j'appelle pour l'instant et de façon provisoire probablement une idéologie de la transparence. L'apparition des technologies d'enregistrement fait naître un discours et une croyance à la fois confuse, jamais véritablement établie, et pourtant toujours portée par les pratiques, donc ce que j'appelle la transparence documentaire de l'image d'enregistrement, c'est l'idée assez simple de la fenêtre ouverte sur le réel, enfin voilà, du fait qu'une image d'enregistrement est supposée, a priori, donner des informations fiables sur la réalité. Alors une fois qu'on a posé ce point de départ, qui évidemment est très problématique parce qu'il se heurte à une infinité de contre-exemples et de contradictions, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans la pratique quelles sont les validations ou les problèmes que pose ce rapport au document. Donc, je vous propose de raisonner, c'est-à-dire, ou plus exactement, de préciser un certain nombre de questions ou de suggérer quelques hypothèses à partir de 4 exemples qui sont donc Blow Up. Je ne sais pas si on peut... Ça ne va pas mieux. Bon. Donc, si on reconstituait mentalement, bon, c'est des extraits de Blow Up. Hein, donc, 1966, hein, le célèbre film d'Antonioni, vous vous souvenez, l'histoire, le pitch, hein, c'est un photographe qui prend par hasard des photos dans un parc et qui va s'apercevoir quelques jours après que ces photographies ont capté, sans qu'il le veuille, un crime. Et donc il va essayer d'investiguer, non pas sur le terrain, mais sur les images. Ce sont les images qui deviennent le terrain d'investigation. Voilà, c'est un film bien connu. Là, j'ai retenu les différentes phases d'une investigation photographique qui se décompose en plusieurs niveaux, puisqu'il y a des photographes... Enfin, l'idée étant effectivement de blow up, c'est-à-dire d'agrandir au maximum pour arriver à rechercher une information dans une image d'une manière qui est donc par ailleurs totalement irréaliste. Hein. Il n'est pas possible de produire avec, disons, les technologies de l'époque, hein, le degré de fiabilité de l'information qui est celui que nous montre le film à travers donc un certain nombre de procédures et de répétitions de procédures photographiques, donc d'images refotographiées et réagrandies. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est la citation de Blow Up dans Blade Runner en 1982, c'est-à-dire le célèbre, là aussi ce sont des séquences cultes, hein, donc le dispositif appelé analyseur, dans lequel donc le Blade Runner Rick Descartes insère une photographie, et plus précisément un Polaroid
issu donc de la personne sur laquelle l'enquêteur fait une recherche. Et voilà, on va se promener dans l'image au fil là encore, d'une espèce de superposition de technologies, l'analyseur sur la photographie, l'écran sur le Polaroid, et donc et avec voilà la commande vocale qui était bien vue, hein, en effet. Il y a plein de détails en revanche qui le sont beaucoup moins, puisque voilà, l'écran par exemple est encore un écran cathodique. Ah oui, j'ai oublié de rappeler bien sûr que donc l'action du film de Blade Runner de 1982 est supposée se passer donc maintenant, en 2019. Donc on est en train de vérifier, hein, effectivement, si ça fonctionne. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans cette séquence, c'est qu'elle va se terminer par la découverte effectivement d'un indice dans la photo, mais au prix d'une torsion géométrique, c'est-à-dire que ce fameux analyseur ne fait pas que se promener à la surface de l'image. En fait, il rentre en quelque sorte dans cette séquence a été analysée par différents critiques. Et donc, à un moment donné, on se rend compte que pour distinguer l'indice qui est décisif pour identifier, en l'occurrence, une personne, voilà, on se déplace à l'intérieur de l'image comme si on était dans le réel. Voilà. Hein, c'est ça. Donc là, ce que vous voyez n'est pas possible à partir d'une image plane. Alors, je ne vais pas trop insister sur ces deux premiers exemples qui sont des exemples issus de la fiction. Une épreuve tout de suite. En revanche, je vais les opposer. Attendez. Bon, alors là, j'ai un problème, j'ai une image qui ne s'affiche pas. Ça m'arrive de temps en temps. Ah voilà. Et donc, je vais opposer ces deux exemples de fiction qui sont des exemples qui montrent donc une recherche d'indices réussie, hein, dans Blow Up comme dans Blade Runner, et dans la fiction, l'enquêteur réussit parfaitement à mobiliser le document visuel pour produire une réponse informationnelle, qui est fait évidemment, qui est intégrée au scénario du film. Alors maintenant, je vais opposer ces deux exemples fictionnels sur lesquels je reviendrai en fait pratiquement pas, à deux autres exemples, l'un photographique, l'autre vidéo, et qui sont donc des applications dans la pratique de ce modèle, hein, qu'on pourrait appeler modèle blow-up, ou paradigme blow-up si vous voulez, c'est-à-dire l'idée que le document visuel est susceptible de répondre à des questions, à des investigations portant sur le réel et non pas sur l'image. Hein, puisque là, sinon, on serait dans un autre cadre qui est celui de l'histoire de l'art, c'est pas du tout celui sur lequel. Alors, premier exemple non fictionnel, c'est la polémique qui a surgi autour du soi-disant, donc je pense qu'on peut dire maintenant, il faut avancer sur des œufs, puisque en vérité, je ne suis sûr qu'à 75% de la validité du consensus aujourd'hui sur cette image, qui représente donc un groupe de personnages sur une terrasse de café à Aden, dont le deuxième personnage à partir de la droite a fait l'objet d'une identification qui paraît maintenant fantaisiste comme étant la seule photographie distincte, et donc vous voyez que ça se discute, de Rimbaud adulte. Je vais revenir sur les éléments qui sont en fait les moteurs de la controverse et qui sont une incertitude sur l'image de Rimbaud adulte. Alors, j'ajoute que des Rimbaud, des photos de Rimbaud adulte, on en trouve assez. Enfin, la presse nous invente assez souvent. Voilà, ça c'était un article de Paris Match il y a quelques années, un Rimbaud moustachu qui n'a eu aucun succès. Donc voilà, ça c'est des flops, ça tombe à plat.
Et donc personne n'est convaincu. Donc il suffit pas, c'est intéressant quand même, il suffit pas d'avoir une photo et de marquer dessus Rimbaud pour que ça marche. Alors qu'est-ce qui fait que dans le cas de la photographie d'Aden, il y a eu une polémique qui a duré 1 an et demi, et un peu plus. Alors c'est effectivement une situation d'incertitude. Alors ça je vous demande d'enregistrer ce trait parce qu'on va le retrouver dans le deuxième exemple. C'est-à-dire qu'effectivement au départ, il y a autour donc une énigme et qui en l'occurrence est effectivement une énigme iconographique. C'est-à-dire que bien sûr nous connaissons un certain état du visage de Rimbaud, en l'occurrence à travers les portraits de Carjat. Il y a 2 portraits qui ont été réalisés alors que Rimbaud avait 17 ans. Le plus connu que vous voyez ici est probablement retouché, mais nous n'en avons pas l'original. Donc, nous ne connaissons pas la source, nous ne connaissons cette image qu'à travers des reproductions relativement postérieures qui rendent assez difficiles, qui sont petites, donc qui sont difficiles qui ne comportent pas beaucoup d'informations de type photographique. Il est vraisemblable, par exemple, quand on compare cette image avec l'autre qui a été faite lors de la même séance, que les cheveux, par exemple, sont retouchés. Voilà. On ne le voit pas matériellement dans l'image, mais on peut le déduire. Bon. Donc cette image est vraisemblablement retouchée, ce qui, évidemment, va amoindrir la possibilité d'effectuer une opération de reconnaissance ou de ressemblance à partir de ce modèle. Or, c'est effectivement ce qui se passe. Et donc, le second problème qu'on a par rapport à l'iconographie de la personne Rimbaud, c'est que, à partir de son départ de France, donc aux alentours de 20 ans, on perd un peu, enfin, on perd la trace physique de Rimbaud et surtout, voilà, il laisse quelques traces iconographiques comme cette photographie, mais dont vous voyez que elle est assez indistincte et que les traits du visage du personnage dont là on est sûr que c'est bien Rimbaud sont assez difficiles à identifier et difficiles à rapprocher de l'image la plus célèbre, qui est évidemment un des éléments source, enfin qui a contribué à l'élaboration du mythe Rimbaud. Donc il existe, indépendamment de la photographie d'Aden, une incertitude, et le débat en effet sur la nouvelle photographie l'a montré, finalement assez importante sur le visage de Rimbaud, ce qui a conduit en particulier, donc d'abord les découvreurs de la photographie d'Aden, que vous voyez ici en numéro 12, agrandi, donc le visage du candidat Rimbaud, on va l'appeler comme ça maintenant, à construire une hypothèse de dissemblance. C'est une hypothèse très intéressante et qui donc a effectivement beaucoup contribué à asseoir dans un premier temps la crédibilité de l'analyse. Donc je la résume en deux bandes. Donc nous avons une connaissance à peu près fiable du visage de Rimbaud enfant ou adolescent. C'est les 3 images du haut. Donc vous avez en 8 et 9 les 2 portraits réalisés par Carjat. Et en 10, un portrait de Quentin Latour, probablement inspiré de la deuxième photographie de Carjat. Donc tout ça tourne un peu en boucle, mais enfin, admettons, disons qu'on a une espèce d'état reconnaissable. Et puis, donc, dans un second temps, l'imagerie ou les portraits disponibles du Rimbaud adulte, qui sont donc peu nombreux, peu lisibles. On a également un portrait dessiné, par exemple, par sa sœur de Rimbaud sur son lit de douleur sur lequel il décédera à Marseille, et qui construisent donc un autre paradigme avec voilà, ce qu'on peut en effet estimer être des ressemblances relatives, mais qui sont différentes de l'aspect ou de la vision de Rimbaud adolescent. Et donc c'est sur cette hypothèse, non pas de ressemblance, mais sur effectivement une confirmation de dissemblance, qui est une hypothèse littéraire formidable, au sens propre du mot, c'est-à-dire c'est parce que Rimbaud adulte ne se ressemble pas que nous ne le reconnaissons pas. Avouez que c'est pas mal. Voilà, cette photo a été vendue très cher.
à un acheteur qui, lui, était certain d'avoir acheté la photo de Rimbaud. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait pour ça. Hein. Les découvreurs de l'image étaient sincèrement convaincus, tous le sont encore aujourd'hui. Mais donc ce qui s'est... Et donc, voilà, on va avoir... alors, des publications, plusieurs publications début 2010, et puis très rapidement, donc va naître effectivement une polémique entre deux camps de Rimbaldiens. Alors, la rimbaldologie n'est pas une science, c'est un folklore avec des autorités qui sont des spécialistes de Rimbaud, qui voilà, ont des compétences, disons, scientifiques diverses. L'un des plus grands rimbaldologues, donc reconnu par la communauté des Rimbaldiens, ou amateurs de Rimbaud, et notamment médecin, je ne sais plus quelle est sa spécialité, chirurgien, je crois. Donc vous voyez, ce ne sont pas des professeurs de faculté, mais ils ont lu, voilà, ils maîtrisent une expertise qui donc permet un développement extrêmement dense de la discussion entre deux camps, donc les comment est-ce qu'on pourrait les appeler, les Rimaldiens institutionnels, hein, qui refusent de reconnaître l'image d'Aden comme un portrait de Rimbaud, en disant ce n'est pas lui, ne se ressemble pas. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut argumenter. Et puis les autres qui, donc, forts de cette hypothèse de dissemblance, essayent d'argumenter d'une façon qui est plus complexe, hein, évidemment, en faveur donc de l'identification de Rimbaud. Alors, je n'ai absolument pas le temps ici de déployer une controverse à plusieurs étages qui a été absolument passionnante, mais j'ai en particulier noté l'un des éléments. Alors, on a exploré les agendas à partir des correspondances de la plupart des membres, des participants de la photographie, dont on a à peu près identifié tous les noms, ce qui a in fine permis de la dater. Donc, c'est une image dont on sait qu'elle date de 1879. Et que donc, en fait, à cette date-là, qui est plus précise que ça, je vais vous dire une bêtise, donc je ne sais plus si c'est octobre ou novembre 79, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la date qui a été établie, à la fin de la discussion, en fin 2011, Rimbaud n'était pas présent à Aden de façon certaine. Donc il n'est pas possible que cette image dont la date est sûre soit la photo de Rimbaud. Mais dans le cadre donc d'une polémique très nourrie, ce qui s'est passé essentiellement sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur des blogs et des forums de Rimbaldiens. Donc il y avait un forum notamment qui était l'espèce de lieu principal où s'échangeaient les arguments. Donc il y a eu évidemment énormément d'arguments. Je vous ai dit par exemple les correspondances, l'identification des dates, des agendas, des personnages, mais on a vu aussi des manipulations d'images, et là je suis désolé, je vous prends un exemple qui est assez peu intéressant, mais il y a eu évidemment tout un tas d'exercices de superposition avec Photoshop, hein, donc les spécialistes, mais donc pas seulement dans les deux camps, on a manipulé les images de façon à prouver un argument ou l'autre. Donc ça marchait hein, dans les deux sens. Donc il y a eu des analyses de lobe d'oreille hein, extrêmement précises, au millimètre près, avec superposition, etc. Bon. On a analysé aussi, pas seulement le visage de Rimbaud, mais les visages des autres membres de la photo, qui, pour les identifier, hein, donc il y a eu aussi des controverses sur les autres personnes de la photo, où il y avait aussi des hypothèses disjointes. Donc voilà, à un moment donné, on a mesuré par pratiquement les poils de barbe. Hein. C'était donc une espèce de, comment dirais-je, de version un peu satirique de l'identification policière à la Bertillon. Voilà, troisième exemple. Et puis le dernier exemple, issu de l'actualité immédiate, c'est donc dans la crise des Gilets jaunes,
Et j'ai rédigé récemment une petite synthèse sur mon blog, l'image sociale, à laquelle je vous renvoie pour voilà, quelques éléments un petit peu plus synthétiques. Mais vous ne pouvez pas ignorer donc que dans le cadre d'une problématique qui est en effet un déficit d'information, au moins pendant les 2 mois, entre décembre, fin novembre et maintenant, début janvier, une période qui est en train de prendre fin, mais pendant laquelle une majorité de médias, et notamment les médias télévisés, les journaux télévisés et les chaînes d'information, ont privilégié le soulignement des violences des manifestants en mettant très en sourdine les violences de l'autre camp, les violences policières, qui, elles, ont été documentées par des réseaux militants, par voilà, différentes sources alternatives beaucoup moins visibles. Mais ce qui s'est passé de très intéressant, c'est que il y a eu donc en fait ce système, si vous voulez, a été décrit déjà dans certains articles de journaux, voilà, comme d'une façon assez traditionnelle, comme 2 systèmes d'information étanches l'un à l'autre, le système journalistique présumé objectif, neutre et donnant des informations sérieuses, et la bulle de filtre militante réunissant des gilets jaunes totalement complotistes et enfermés dans leurs propres informations. Donc 2 systèmes qui ne se parlent pas. Et évidemment, donc moi ce n'est pas ce que j'ai observé, je suis aussi donc spécialiste des images numériques et grand observateur, grand praticien des polémiques en ligne, qui sont de formidables lieux voilà, d'installation des pratiques. Et ce que moi j'ai vu, c'est que en fait, il s'est passé un déplacement de l'ensemble du public. C'est pas juste les gilets jaunes versus les journalistes, mais de tous ceux qui cherchaient de l'information, qui sont peut-être pas une majorité de la population. Là, il n'y a pas de chiffre. Mais qui, en tout cas, ce qui est absolument certain, sont devenus, au fil du temps, une masse, un groupe de participants suffisamment visibles sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, mais aussi sur Facebook, pour influencer la presse, puisque au stade où nous sommes, c'est désormais la conversation, donc j'appelle la conversation plutôt que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la définition par le tuyau, par le canal. La conversation, c'est la définition par l'action de ce qui s'y déroule. Ça me paraît plus pertinent, compte tenu justement de sa structuration et de l'efficacité assez wikipédienne, finalement, de ces échanges participatifs. Donc la conversation, aujourd'hui, a pris le dessus sur le journalisme, qui est... Alors, vous voyez, le journalisme, ça n'existe pas. Je fais des caricatures un peu rapides, mais disons, une majorité, etc. Avec comme principal outil d'établissement, alors, donc de vérité, moi personnellement je suis un scientifique relativiste. Pour moi, vérité est un terme qui relève de la langue vernaculaire et qui n'a pas d'existence scientifique. C'est la vérité, c'est ce qu'établissent les scientifiques au fil d'une controverse et qui est révisable. Donc voilà, l'éther, à la fin du XIXe siècle, c'est une vérité scientifique, et puis arrive Einstein, et puis on va changer de vérité. Voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est pas grave, donc on parle plutôt de consensus. C'est plus dans une vision un peu plus habermasienne, vous voyez, voilà, avec une notion de sphère publique et d'échange. Et donc là, le nouveau consensus qui est aujourd'hui, je l'affirme, piloté par la conversation, et donc suivi par le journalisme, est établi pour l'essentiel à partir des sources vidéo diffusées en ligne, en accès libre, avec un certain nombre de caractéristiques tout à fait précises. Donc ce sont des extraits de jamais plus de quelques minutes, mais pas n'importe quels extraits. Donc les extraits qui vont monter en viralité et qui sont sélectionnés, donc en l'occurrence par la conversation
de week-end en week-end, c'est-à-dire de samedi soir en samedi soir depuis le début du conflit, puisque, comme vous le savez, voilà, les manifestations ont lieu le samedi, les prises d'images d'actualité suivent les événements, et ensuite on va avoir un petit nombre. Donc il y a énormément de vidéos et d'informations qui circulent dans tous les sens, mais parmi cette information pléthorique, un petit nombre seulement, une poignée, entre 5 et 10 par week-end, depuis l'acte 3, hein, donc le 3e samedi des Gilets jaunes, sont devenus des sujets de controverse, préalables donc à l'établissement d'arguments, qui sont évidemment des arguments politique dans le cadre d'un conflit qui oppose les Gilets jaunes au gouvernement. Voilà, on est dans ce cadre. Il y a des acteurs périphériques, voilà, les médias ou la police par exemple, hein, qui participent à l'établissement voilà, d'un certain nombre de constructions, hein, qui ne sont pas des faits, qui sont, disons, j'appelle ça des arguments. Entendez le sens habermasien. Hein. Je ne sais pas encore très bien comment les appeler. Disons que, en tout cas, voilà, ça se réfère à des vidéos, mais surtout à des vidéos interprétées. Et l'élément finalement essentiel de mon propos, c'est le fait que, donc là, c'est par exemple, voilà, j'ai encore un problème. Donc ça, c'était une séquence sur les motards qui lancent une grenade dans la foule, les manifestants qui va venir les attaquer, en fait. Donc ça devient assez violent et les motards s'enfuient. Donc ça, c'était il y a bientôt 3 semaines. Alors voilà, vous voyez ici le bandeau avec image Clément Lano, qui est un jeune journaliste qui a tourné ces images. Il a mis ce bandeau, qui n'est pas du tout habituel, lors de la 2e diffusion de ces images, qui a donc suivi la première, qui est celle, voilà, dans cette version publiée par Le Monde le 22 décembre. Et donc il y a eu plusieurs versions des vidéos, avec une élaboration conversationnelle de l'interprétation. Je vous montre ici hein, la version longue pour voir ce qui se passe avant, voilà la version longue. Et donc il y a eu, pour résumer rapidement, une controverse pour savoir qui était finalement responsable de la violence de la séquence. Est-ce que c'était les manifestants? Donc dans la première version où on ne voyait pas le début, effectivement, on avait l'impression que les manifestants venaient attaquer les policiers sans raison. Et puis avec une version un peu plus longue qui montrait 15 secondes de plus au début, on voyait les policiers balancer une grenade. Et donc on comprenait pourquoi effectivement les manifestants avaient réagi. Il y a eu encore une 3e version par... je suis désolé, j'ai un problème de diaporama. Par un syndicat policier qui a publié une 3e version avec encore plus de détails avant, et en fait c'est une séquence montée, j'ai pas eu le temps de développer, donc ça s'est avéré être un montage, disons, fallacieux, c'est pas une falsification, ce n'est pas le syndicat policier a réutilisé un montage existant par une agence de presse qui n'avait pas de mauvaises intentions, mais c'est vrai que la lecture pouvait faire penser, la lecture de ce montage pouvait faire penser qu'il y avait eu un assaut de la foule vers les policiers. En réalité, la première séquence est un peu antérieure, donc ça n'a pas été avéré, mais tout ça, donc, c'est en fait vérifié dans la conversation par un échange argumentaire qui relève typiquement de la sociologie, et classiquement de la sociologie des controverses. Donc ça, c'est aussi un point de repère important pour moi. C'est-à-dire que l'établissement donc, de la vérité, hein, entre guillemets, en tout cas du consensus interprétatif sur ces images, et ça s'est passé toujours comme ça maintenant depuis 5 semaines, se fait dans un cadre qui n'est pas du tout donc une étanchéité des systèmes d'information, mais au contraire un système d'agora, en particulier sur Twitter. Vous voyez que tous ces extraits viennent de Twitter.
Il y a aussi d'autres discussions un peu périphériques sur Facebook, mais l'essentiel de la controverse a lieu sur Twitter pour des raisons effectivement techniques, parce que Twitter a des caractéristiques qui permettent la mise en confrontation d'avis opposés, pas seulement, enfin voilà, pas de bulle de filtre. Disons que l'univers est un peu plus protégé sur Facebook. Sur Twitter, on a constamment. Alors d'une part, j'ai envie de dire tout le monde n'est pas sur Twitter, mais tous les acteurs sont sur Twitter. Hein. Donc les journalistes aussi sont là, par exemple. Il n'y a pas d'opposition entre le monde des militants et le monde des journalistes, par exemple. Hein. Twitter est une agora où les journalistes parlent aux gilets jaunes, les policiers aux militants et les chercheurs comme moi à tous les autres. Bon. Donc, effectivement, on est dans un degré de généralité de la conversation tel que, au fil, alors pour ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, à peu près de 48 heures, on va avoir donc une controverse qui, avec beaucoup d'arguments, et en particulier des témoignages secondaires, donc d'autres vidéos, des témoignages, des articles, etc., et de l'argumentation, donc des effets d'interprétation. On arrive effectivement au bout d'une controverse à peu près vers dimanche soir, parfois lundi matin, qui est finalement le consensus qui va être repris par les JT du lundi. Donc là, dans la période récente, hein, donc les 3 derniers samedis, donc vous comprenez, c'est quand même assez fabuleux. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que là, le journalisme est à la remorque de la conversation. Parce que c'est la conversation qui établit... Pas forcément à la remorque. Il écoute le terrain. Oui, voilà. Ça, c'est la version soft. Il l'écoute de plus en plus. Non, parce que les journalistes sont confrontés à des problèmes, disons, d'interprétation de l'information. Il faudrait... je n'ai pas l'enquête, mais là, évidemment, il faudrait faire l'enquête dans les rédactions en contrepoint. Et après, mais on a eu les échos publics de ça. Voilà, évidemment, je ne rentre pas sur le fond. Hein, c'est pas ça la question. C'est que effectivement il y a un problème de gestion de l'information. Certaines rédactions, y compris par exemple BFM, il y a eu une assemblée générale, ce qui n'était jamais arrivé, où bien sûr les journalistes se sont plaints d'avoir été agressés, mais aussi se sont plaints des directives de la direction de rédaction qui avait pris un certain nombre d'options sur le choix des éditorialistes et surtout sur le choix des angles. Pour effectivement produire quelque chose qui apparaît aujourd'hui, cette semaine, à peu près clairement à tous les acteurs, enfin à la majorité des acteurs, comme un phénomène de désinformation. Je ne dis... Écoutez, c'est des documents vidéo dont je suis spécialiste. Donc vous n'avez... D'accord, donc c'est pas ça la question. Donc, un document vidéo est une image. Une image n'est pas la vérité d'une image est dans son interprétation. D'accord ? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que voilà, l'interprétation est établie. Il y a un établissement participatif qui s'effectue dans une certaine durée. Ça dure toujours plusieurs heures. Et aujourd'hui, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'est pas dans des circonstances normales. Il y a eu une hausse continue de la demande d'information et donc de la conversation depuis le début du conflit. À peu près tous les samedis, on double le nombre disons, l'intensité de la conversation. Il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de gens qui interviennent et qui interviennent de plus en plus fort. C'est tout à fait normal. On est dans des circonstances exceptionnelles. Il y a une inquiétude générale. Les médias eux-mêmes, on vient d'avoir les chiffres Médiamétrie. Tous les médias sont très fiers de dire « Ah oui, on a augmenté nos audiences. France Inter, on a augmenté nos audiences. France Info, on a des audiences comme on n'a jamais vu. » Oui, ils ont tous augmenté leurs audiences. Et Facebook et Twitter aussi. Donc voilà, c'est pas un signe d'approbation du journalisme. C'est un signe d'inquiétude profonde des citoyens et du public qui se mobilisent pour chercher de l'information. Alors quand je dis, voilà, c'est des formules, ça, effectivement, là, le journalisme à la remorque de la conversation.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fabriquer soi-même son information, sur le mode du bricolage, pour reprendre le terme de Certeau, c'est plus compliqué que d'allumer la télévision. C'est plus confortable, ça va plus vite. Quand vous allumez BFM le samedi en fin d'après-midi pour savoir ce qui s'est passé, on vous propose une synthèse, digeste, organisée, c'est fait pour ça. C'est le travail des médias. Donc ça va plus vite, en 5 minutes, d'être informé comme ça. Si les gens, alors voilà, je ne sais pas qui c'est, mais une partie importante du public, et je répète, une partie visible du public, s'est déplacée de l'information officielle vers l'information bricolée, qui demande plus de temps. Il y a des gens qui passent la nuit de samedi à dimanche à discuter de ces vidéos. Écoutez, alors, il n'y a vraiment pas que. C'est tout le monde qui discute. C'est les réseaux sociaux, vous les connaissez, les réseaux sociaux, ils n'ont pas changé, ils ont pas. Donc, les militants ne sont pas plus présents que les acteurs du gouvernement. Tout le monde est là. Il y a aussi les militants LREM, voilà, tout le monde discute. Ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est de mesurer, je dirais. J'ai pas compris la problématique au départ, mais peut-être que j'ai pas assez suivi. Alors, je vais essayer de la dire rapidement. Pour moi, il y a un article qui permet d'identifier les éléments fondamentaux de cette discussion, qui est le célèbre article Trace de Carlo Ginzburg, qui définit un paradigme autour, je le cite, des écarts, des faits marginaux considérés comme révélateurs. Donc dans un cadre d'enquête, et il étend de façon il aborde de façon très extensive ces questions, voilà, on a un système qui est illustré exemplairement par Sherlock Holmes avec donc des indices qui vont permettre de reconstituer des faits où les enquêteurs n'étaient pas présents, pour le dire très rapidement. Alors, l'indice est une sorte de document. C'est un document un peu particulier, mais qui, effectivement, porte un témoignage. Alors, c'est un document qui impose une déduction, qui impose un travail d'élaboration, avec en particulier la remise en lien d'un réseau d'informations, mais dont il va constituer comme un document une preuve. Donc c'est un document reconstitué, c'est pas un document établi, il y a des documents, des contrats, etc., qui sont a priori, et puis il y a des documents a posteriori, et c'est de cela dont nous parle Carlo Ginzburg. Donc ce très bel article qui décrit donc ce paradigme, mais a la particularité, bien sûr, de d'écrire des investigations qui ont lieu sur le terrain des événements investigués. C'est-à-dire que l'enquête policière relève des indices sur le lieu du crime. Les traces, les empreintes de la biche sont dans la forêt où est le chasseur. Bref, donc l'indice fonctionne parce qu'il est un élément, une composante d'un théâtre qui est précisément le lieu de l'investigation. Alors le problème qui va commencer à se poser avec l'image document, je l'appelle comme ça pour l'instant, et qui remonte, à mon avis, assez loin dans l'histoire, c'est pas du tout la photographie qui invente ça, on a des images à caractère documentaire depuis la Renaissance, et en particulier avec les voyages de découverte qui imposent cette idée que voilà, on va loin, on va dans des territoires qui ne seront pas défrichés, investigués par la plupart des contemporains. Donc on va ramener de l'information, bien sûr sous une forme écrite, mais aussi, et d'une manière très importante, on commence à partir de 1550 à ramener des images, et des images qui vont être publiées notamment. Il y a le premier récit d'exploration illustré, publié, est celui de André Thévet en 1557. Les singularités de la France antarctique, c'est en fait la première description du Brésil, qui aura un succès phénoménal à cause de ces illustrations. On est donc au XVIe siècle, c'est très tôt dans une histoire qui se continue à travers une histoire éditoriale où l'encyclopédie rentre par exemple en ligne de compte,
mais qui donc donne en fait un statut particulier aux images qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein, l'image, si vous voulez, platonicienne, l'image qui est décrite par les Grecs et les Romains, est une illusion. C'est une imitation du réel. Et, si vous voulez, c'est toujours une mauvaise imitation, au sens où, et bien sûr que l'image est un artefact, donc si vous reproduisez quelque chose de vrai en image, ce qui est en image sera toujours moins vrai que le reproduit. Donc ça, c'est la base platonicienne. Évidemment, Platon n'imagine pas, et peut-être ne peut pas imaginer, qu'une image peut lui apporter de l'information sur quelque chose qu'il ne connaît pas déjà. Vous voyez ? Le problème, Platon connaît déjà le monde entier. Platon sait tout ce qu'il faut savoir du monde qu'il connaît. Et puis vous savez qu'au-delà, les barbares, ça ne l'intéresse plus beaucoup. Donc le monde connu est connu, précisément. L'image ne peut faire que répéter le connu. Donc une image ne peut pas apporter une information. Et tous les récits de l'Antiquité sur les images sont des récits sur des illusions, des trompe-l'œil, des erreurs, les raisins de Zeuxis, enfin voilà, il y a plein d'histoires comme ça, très intéressantes et très amusantes, qui racontent des trompe-l'œil. Bon. Donc une image comme celle-là est tout à fait différente et non, voilà, est un type d'image nouveau qui est à la fois, si vous voulez, très simple dans son rapport au réel, parce que c'est toujours une image imitation. Il s'agit d'imiter formellement l'apparence d'un phénomène. Le problème, c'est quand on va, c'est que ces images rentrent dans un processus de connaissance que je ne détaille pas. Voilà, c'est la Renaissance, c'est le début des sciences d'observation. Ça mène à la science que nous connaissons à travers des collections, un rassemblement d'informations qui passe pour une bonne part par des documents qui sont, disons, voilà, par exemple des documents naturalisés, en tout cas des pièces qui sont les objets eux-mêmes, ou des adaptations transportables et mémorisables de ces objets. Et la question qui va se poser, et que je n'ai pas encore vu beaucoup discuter pour l'instant, c'est que les documents visuels vont s'intégrer à cette masse documentaire sans noter la différence essentielle qu'il y a entre un phénomène et une image, que j'essaie de vous montrer comme ça. Est-ce que vous me comprenez ? Ça, c'est un fossile d'une libellule, je ne sais pas l'espèce. Donc, voilà, c'est une image que je vous montre. Donc, ne tenez pas compte du fait qu'il s'agisse d'une image. Imaginez que je tiens un fossile dans ma main. Ce fossile, c'est l'indice de Ginsburg qui est dans son terrain, qui est collé de façon irrémédiable à son théâtre. L'image, elle n'est pas, elle n'appartient pas d'aucune façon au théâtre. Elle construit donc une indiciarité au carré, au sens où ce qui va se passer à partir du moment où on a une documentation iconographique, c'est ce que vous voyez dans Blow Up, c'est-à-dire que c'est l'image qui devient le terrain de l'investigation. Voilà. Et ça, c'est un basculement fondamental qui, à ma connaissance, n'est pas encore interrogé. Ginsburg n'en parle pas, par exemple. Vous voyez ? Voilà, c'est la question que je me pose et je n'ai pas encore de réponse très, très, très forte. Mais donc, dans un cadre qui est celui... c'est très énervant. Voilà, qui est celui des technologies d'enregistrement. Je vous mets un peu de son, parce que c'est pareil. Donc, la transparence de la restitution technique. On construit donc ce que j'ai appelé une idéologie de la transparence, c'est-à-dire vraiment on construit un discours sur l'idée que ces images sont vraies, sont authentiques, restituent le réel, etc. Alors la question qui moi m'intéresse, c'est que quand on arrive au bout de cette chaîne, avec donc les vidéos qui servent aujourd'hui de principales donc sources documentaires à l'établissement de l'interprétation de la crise sociale, ce qu'on voit se produire, ce n'est pas
une vérité qui viendrait comme ça naturellement des images. Ce qu'on voit, c'est une élaboration conversationnelle et une critique conversationnelle. Alors ici, je vous montre un exemple que je trouve magnifique. Ça, c'était donc sur les vidéos de Mantes-la-Jolie. Ce soir, je vois les vidéos de Mantes-la-Jolie. Stupeur. Cette vidéo de lycéen, elle décrit ce qu'elle voit. Ça, c'est magnifique. Et il y a plein d'exemples de ça. Cette vidéo de lycéen, à genoux, en rang, les mains sur la tête, pour certains attachés, pour d'autres, me glace. Les commentaires audibles sur la vidéo ensuite, elle parle du son, ça c'est très intéressant, hein, c'est la vidéo de Mantes-la-Jolie, pour ceux qui l'ont vue ou entendue, voilà, elle contient une phrase qui est très importante pour l'interprétation, donc c'est pas que des images, c'est de l'audiovisuel, et troisième tweet, qui est le plus important, puis je lis les commentaires, un peu partout, en réaction à cette vidéo, beaucoup d'indignation devant ces attitudes inhumaines, et aussi tous ces autres commentaires haineux. Alors, vous voyez, vous l'avez ici. Hein. On a l'agora avec les avis contradictoires, d'où qu'ils viennent. De toute façon, sur Twitter, la plupart du temps, vous ne savez pas qui énonce l'argument. Hein. Mais ce que me montre cet exemple, c'est que les commentateurs, les participants à la controverse, ne font pas que regarder les images. Alors ça, c'est une partie importante du processus. Il faut regarder, et souvent on regarde plusieurs fois les vidéos, hein, donc il faut qu'elles soient disponibles dans certaines circonstances. Ça ne marche pas avec l'image télévisée qui vous montre un extrait, qui vous balance ensuite un commentaire, et c'est terminé, vous achetez ou pas, mais vous n'avez pas le choix. Donc sur Internet, on est devant de tout autre processus, participatif, élaboratif. Donc on a d'une part, bien sûr, l'investigation sur les vidéos elles-mêmes, mais surtout, et vraiment c'est ce qui m'apparaît comme l'élément le plus important, on a la construction on a une élaboration de l'interprétation qui s'effectue à la lecture des autres avis et de l'avancée de la controverse. C'est-à-dire que au fur et à mesure, donc dans le cas de Mantes-la-Jolie, c'était incroyable, c'était magnifique, les commentateurs, ça a duré toute la nuit du samedi au lundi. Donc les commentateurs intégraient évidemment les arguments adverses et modifiaient leurs argumentaires en fonction. Ce qui veut dire que donc ils ne faisaient pas que lire la vidéo, ils regardaient aussi les commentaires. Alors ça pour moi, c'est une démonstration géniale de quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'idéologie de la transparence, qui fait reposer l'authenticité du document uniquement sur la technologie de la production. Voilà, si vous utilisez un appareil photo, une caméra, dit la doxa transparente, vous produisez forcément un document authentique. Alors, la pratique ne montre pas ça. Et donc, en conclusion, ce qui m'intéresse ici, c'est la contradiction entre les cas de fiction que je vous ai montrés et les cas de la pratique, qui ne montrent pas du tout la même chose. Hein. Dans les cas de fiction, il n'y a pas de controverse, et on trouve tout de suite, évidemment, c'est le scénario. Hein. Donc, dans le scénario du film, l'investigateur tombe tout de suite, comme Sherlock Holmes, qui est aussi de la fiction, sur le bon résultat. Dans la pratique, on a une espèce de construction extrêmement élaborée d'un établissement d'une lecture qui, alors ce qui est absolument frappant par rapport à votre conclusion, c'est que c'est un établissement interne. Voilà, il n'y a pas d'autorité. Alors bien sûr qu'il y a aussi une personnalité, un journaliste qui intervient, donc ça marche aussi. Mais le consensus qui s'établit au terme de la controverse est le consensus interne de la conversation. Et il va s'imposer ensuite aux médias. Alors, moi je ne sais pas vous, mais moi j'avais encore jamais vu ça. Il y a vraiment des consensus? Ah oui, il y a les consensus, il y a un instant T. Oui, un instant. Oui, ça peut reprendre, évidemment. Voilà. Mais par exemple, si vous voulez... un consensus qui termine... Je vous donne si, par exemple, les motards, il y a 3 versions à discuter. On établit que la 3e est problématique, on revient à la 2e, et donc, in fine, la version consensuelle va être c'est les policiers qui ont balancé la grenade. Sauf si on trouve une 4e vidéo qui montre qu'il y a une... Le cas échéant, c'est toujours possible, c'est ouvert, c'est ouvert. Voilà, c'est comme en science. C'est à l'instant T, la vidéo du boxeur d'Étinger, ça c'était l'acte 8, la construction conversationnelle a été d'opposer cette vidéo, qui était évidemment violente, et qui a été dont la violence a été soulignée par
tenant de la position gouvernementale, disons, a été articulé avec la vidéo d'Andrieux, autre boxeur, mais lui policier. Et c'est dans voilà, le consensus a été, in fine, et vous le retrouvez, c'est exactement celui-là qui est montré au JT de France 2 de 13h, qui va faire se succéder le boxeur d'Étinger et le boxeur Andrieux, qui donc s'annulent réciproquement, si vous voulez. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça a modifié, ça a fait basculer la discussion sur la violence des manifestants. Et aujourd'hui, on est dans une deuxième séquence où maintenant, voilà, les violences policières remontent et font l'objet dans les médias. Donc Le Monde interviewe David Dufresne, etc. Mais ça, c'était David Dufresne faisait son enquête sur les blessures depuis décembre, depuis début décembre. Et c'est aujourd'hui qu'on le voit à la télévision et dans les grands médias. Donc voilà. Et ce changement-là, je le répète, il vient des réseaux sociaux. C'est pas les médias tout seuls qui ont. Je suis désolé, j'ai l'avion pour Toulouse. Voilà, mais... Merci beaucoup. Merci, au revoir. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est dans la conversation autour de l'attaque par les consubis des policiers à moto, c'est qu'en fait, après, on a dit que finalement, ils avaient été envoyés la information, qui n'était pas du tout. En fait, c'est un nouveau, un espèce de. Non, mais c'est quand même important. Non, mais après, il y a énormément d'arguments. Hein. Je veux dire, voilà, c'est vraiment, c'est des centaines d'arguments. Donc, établissement de l'information, avec donc cette montée. Donc, ce qui est comparable dans le cas de Rimbaud et dans le cas de ces controverses vidéo, c'est qu'on a effectivement une intensification de l'établissement de la source à partir de la controverse. Alors c'est assez régulier, hein, au sens où c'est bien comme ça qu'on fonctionne en science. Mais là, on atteint, disons, un degré d'intensité, hein, avec le nombre de participants et surtout c'est très court dans le temps. Hein. Voilà, on a rarement des controverses scientifiques qui durent 24 ou 48 heures. Ça serait bien, ça nous ferait gagner du temps. Oui, ben, je vais vous suivre aussi. Vas-y. Je pense qu'il y a un problème de qui parle, parce qu'au final, on dit qu'on arrive à un consensus, mais est-ce que c'est le consensus de ceux qui sont le plus idéologiquement impliqués, qui du coup veulent jusqu'au bout se battre pour faire arriver, retiennent leur interprétation? Parce que le problème qu'on a, c'est des rapports de force, des occupations de l'espace public. On ne parle pas du même point de vue. Quand tu parles du point de vue de celui qui produit la vidéo et qui la met en ligne, et je crois qu'André parle de celui qui s'informe, qui cherche une information. Non, mais j'ai pas. C'est une autre posture. Mais ce que vous dites est vrai, mais vous voyez, c'est la même chose que la sphère publique de Habermas. Habermas ne se prononce pas sur le résultat du consensus. On pourrait dire exactement la même chose. Qui l'emporte? C'est toujours un rapport de force. Mais c'est les mêmes, ça n'a pas changé, c'est les mêmes que dans l'espace public, je suis désolé, parce que la logique de construction n'est pas différente. Le problème, il n'est pas dans l'espace de construction, c'est que moi je vous invite à travailler, pour revenir à la mémoire, sur la mémoire empruntée. Dans la Holbach, la mémoire collective, il parle de la mémoire empruntée. Et c'est repris aussi par Ricoeur, sur le témoignage. À partir du moment où c'est un événement qu'on n'a pas vécu soi-même, Rimbaud, c'est pas un copain, on lui a pas serré la main. Moi, j'étais pas sur les Champs-Élysées, même si c'est contemporain, j'étais pas sur les Champs-Élysées, donc si je veux savoir ce qui s'est passé, et c'est déjà du passé, donc on est dans la mémoire, je suis obligée d'emprunter ça ailleurs, c'est-à-dire par des gens qui me racontent, par des documents. Et je pense profondément que tout ce qui est de la mémoire empruntée, et même une partie de la mémoire autobiographique, c'est-à-dire celle que j'ai vécue, à cause du fait que je sais que je peux oublier, me tromper, une bonne partie de ça, je ne suis pas sûre que ça a été. Donc le noème de la mémoire empruntée, c'est je ne serai jamais sûre que ça a vraiment eu lieu, et je vais passer mon destin, c'est de accumuler des indices pour essayer d'être de plus en plus sûr que ça a vraiment eu lieu. Mais le problème, c'est que jamais je ne serai sûre et certaine que ça ait eu lieu. La vérité, je la saurai jamais. Et alors ça peut aller de la théorie du complot, tout le monde a comploté pour faire ceci, il y a de la construction, il y a etc. Mais c'est la perte de l'innocence aussi.
la mémoire empruntée, je peux jamais être sûr, donc je cherche, j'enquête. Moi, je l'interprète comme ça. Il y a quelqu'un qui doit intervenir. Je vous ai dit au départ, pour moi, la question n'est pas celle de la vérité, au fond, c'est celle de la construction narrative et argumentative collective. C'est ça qui est remarquable. En même temps, son impact sur les médias traditionnels. Voilà. J'entends. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous dites que c'est nouveau. Et, il y a quelques années, sur votre blog, j'avais lu une analyse de vous vous souvenez cette histoire de l'hôpital Necker, des événements qui ressemblaient. Je suis d'accord, c'était un cas, effectivement. Quelle différence vous faites entre cette époque-là et maintenant? Bon, c'est-à-dire que, vous avez raison, on a eu des cas, des exemples, comme des espèces d'exceptions, mais dont la règle générale était plutôt que la vie médiatique reste dominant par rapport à la conversation qui a lieu depuis longtemps. Mais là, pour moi, c'est la première fois qu'on a véritablement, en tout cas en France, un exemple de ce qui était annoncé par les théoriciens d'Internet et de la participation, billes aux médias, etc., voilà, et qui n'a marché que dans une part assez réduite, quoi. Hein, c'est-à-dire que le bise média, par exemple, a toujours manqué de légitimité. Ça, c'est la question que vous posez, ou d'autorité. Et donc, l'autorité d'Internet n'a jamais réussi à s'imposer au discours médiatique. Là aussi, je fais des résumés à la serpe, mais pour le coup, je pense qu'il y a assez d'exemples, à quelques exceptions près, comme celui de l'hôpital Necker. Mais là, c'est un phénomène beaucoup plus massif, et dont, depuis quelques jours, un grand nombre de responsables de médias sont conscients, puisqu'ils ont changé effectivement de discours, ce qui est absolument extraordinaire aussi. Donc, non, avec cette ampleur-là, moi, j'avais jamais vu un phénomène de retournement, parce qu'on est passé d'un récit 1 à un récit 2, quoi. Dans les salles de rédaction et désormais, donc y compris à la télévision, qui est l'état ultime du consensus social. Donc avec une télévision qui a été, il y a un très bon article d'Arrêt sur Image qui montre, ils l'ont comptabilisé. Voilà, il n'y avait pas de présence de violence policière à la télévision, ça n'existait pas. Et donc là, ça fait pas tout à fait une semaine que le vent a tourné très très violemment. Donc voilà, c'est pas fini. Ça peut se retourner dans l'autre sens. Il peut se passer plein de choses. Je n'en sais rien. Mais là, pour l'instant, voilà, il y a une observation qui est un phénomène médiatique, une crise médiatique de très grande ampleur et qui a mis les réseaux sociaux au premier plan, au rang de prescripteurs, de consensus. Je ne dis pas que c'est vrai, puisque tout ça est encore élaborable. Et moi-même, si vous voulez, j'ai critique ensuite sur une chose que je remarque, par exemple, dans ces controverses, c'est que ce sont des controverses qui, comme toujours en matière documentaire, portent sur les faits et jamais sur les dispositifs. Donc on parle jamais d'images dans ces discussions. Et les gens ne sont pas équipés pour le faire. Donc quand moi je regarde les images, je ne vois pas la même chose que ce que voient les participants, et en partie, donc si vous voulez, voilà, quand on a des connaissances de cinéma et de montage, la vidéo d'Ettinger, on la regarde pas de la même façon que tout le monde l'a regardée, quel que soit son camp. C'est-à-dire que dans les deux camps, d'Ettinger est apparu comme une sorte de héros solitaire, donc soit à magnifier, soit à condamner, mais personne n'a vu que, en fait, le problème, c'est la vidéo qui isole ce personnage. Donc bien sûr, c'est lui qui tape. Mais les policiers ont déjà commencé à reculer avant même qu'ils sautent sur la plateforme, parce qu'ils sont dans un mouvement tactique avec il y a une foule en face qui est déjà en train d'avancer. Donc si vous regardez bien le début de la vidéo, on le voit très bien. Donc les policiers ont commencé à reculer. À ce moment-là, Ettinger saute, et les autres, et la vidéo le coupe et fait un travelling en zoomant sur son dos. Alors ils ont fait quelque chose qui est magnifique sur un plan visuel et qui est terrible sur un plan humain, parce que voilà, c'est lui qui est en prison aujourd'hui. Ils auraient pu mettre 15 personnes en prison qui étaient en train effectivement de
d'attaquer les gendarmes qui, eux, reculaient. Et donc c'est vraiment la vidéo qui a créé cet effet de loupe sur un personnage qui est en effet qui a une action assez remarquable, mais qui n'était pas seul et qui n'aurait pas fait ce genre de combat s'il avait été tout seul. Pas eu de 1000 personnes. Donc là, par exemple, là je vous donne un commentaire de spécialiste, c'est-à-dire que pour moi c'est tout à fait évident que cette vidéo produit un effet de loupe qui est injustifié et qui a un effet cinématographique. Ça, c'est jamais apparu dans la discussion. Donc, si vous voulez, on est d'accord. Je ne dis pas du tout que la critique conversationnelle établit la vérité des faits ou des vidéos. Mais c'est comme l'éther. Hein, voilà, la controverse, le résultat participatif peut très bien donner un résultat faux ou qui va s'avérer faux quelques décennies plus tard. C'est pas quelque chose que... Donc c'est pour ça que la question ne se pose pas pour moi en termes de fausseté ou de vérité, elle se pose en termes d'élaboration et de régime, effectivement, narratif. Mais n'est-ce pas le cas de tout Ceux qui sont événement politiques. En l'occurrence, oui, tout à fait. Mais n'est-ce pas le cas de tout événement qui surgit ainsi? Je me rappelle de l'affaire de Wilbur Warrior en 1984, si je me souviens bien. La vérité a glissé aussi entre le moment où le bateau a coulé en Nouvelle-Zélande et puis quelques temps après où c'est devenu une affaire politique. Oui, mais les acteurs de cette réélaboration étaient les journalistes. Oui. En l'occurrence, c'est Edoui Plenel. C'est Edoui Plenel. Non, mais il y avait une version gouvernementale. Voilà, il y avait la version gouvernementale qui était. Derrière tout ça, c'est qu'il y avait un mécanisme de désinformation. Donc on a changé de producteur. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même les bots là, qui publient beaucoup de choses aussi. Donc, enfin, c'est pas eux qui commentent peut-être. Enfin, quoique. Sur le côté argumentatif. Avec un bon programme narratif, on peut très bien les faire commenter automatiquement aussi. Donc on peut pas. Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait encore assez efficace pour contrer les arguments d'opposants et souvent de trolls. Hein, c'est des discussions de haute intensité. Hein. Donc on est devant des arguments qui sont très puissants. Hein. Les trolls étant aussi des argumentateurs experts. Donc pour moi c'est très habermasien, vraiment. C'est incroyable de rationalité, c'est ça qui est hallucinant parce qu'on est dans des univers extrêmement polémiques avec une intensité de combat presque. C'est dommage que. Mais on est plutôt dans une hyper-rationalité. Tout ça ne finit pas en insultes et en. Vous voyez, c'est pas du tout le. C'est dommage que Gilles Salut soit parti parce qu'en fait, ça converge vraiment avec Wikipédia pour le coup. Là, on est en plein dans le même système. Quoi. Enfin, bon, qu'il ne soit pas. En fait, on avalisé de la même façon. On assiste à des travaux permanents maintenant de vérification par les foules, de crowdsourcing permanent. Absolument. Et plus seulement dirigé. Et qui globalement sont quand même assez efficaces, voilà, il faut le dire. Hein. C'est-à-dire, disons que si vous voulez, dans ce cas-là, le crowdsourcing a été plus efficace que le journalisme. Il faut le dire simplement. Hein. Et les journalismes aujourd'hui avalisent la leçon du crowdsourcing. Sauf que ce genre de controverse va poser un gros problème à Wikipédia, c'est que Wikipédia se base quasiment uniquement sur du texte. Que la vidéo en tant qu'indice. Ah non, mais ça, il ne voit pas. Non, mais Wikipédia a un problème avec les images, de toute façon. Mais là, ça pose un gros problème parce que la vidéo, elle est mal vue dans Wikipédia, même YouTube est bon, déjà, ça serait une source primaire. Non, mais la vidéo est même sous licence libre. Je pense qu'il s'est passé autre chose avec le phénomène des Gilets jaunes et le poids qu'ont pris les vidéos et leurs commentaires, c'est que on va le vérifier maintenant, on va voir dans les semaines qui viennent si ça reste et si ça fait mémoire. Mais j'ai déjà quelques exemples qui me suggèrent que là, disons que ces vidéos ont un poids un peu différent et vont rester comme des outils mémoriels de l'histoire de cette partie au moins du conflit, quoi.
Pour Mantes-la-Jolie, c'est clair. Pour Détinger, c'est clair. Pour les motards aussi. Vous voyez, on a déjà plusieurs exemples qu'on peut citer, qu'on se remémore. Si j'en parle, vous les avez en tête. C'est quand même, c'est pas arrivé souvent, ça. Et donc là, au fur et à mesure des week-ends, voilà, on attend un peu avec angoisse ce qui va se passer le samedi suivant. Mais ces images qui sont donc citées maintenant, effectivement au titre d'exemples, parce qu'elles ont été installées argumentativement, sont en train de gagner un statut un peu différent, qui est moi le statut auquel je suis habitué du côté de la photo. Voilà, avoir des images un peu emblématiques, symboliques, ça la photo sait le faire. La vidéo pour l'instant c'était très limité, à telle enseigne que chaque fois le petit Thailand, ou vous voyez ces images-là, elles sont toujours doublées en vidéo. Le gars sur la Tiananmen, ça existe en vidéo et ça existe en photo, et l'image qui est mémorielle, c'est l'image photographique. Et ben là, je crois que pour la première fois, on va avoir des images vidéo mémorielles. Et ça va être... c'est à suivre parce que voilà, je voudrais bien savoir comment on va les citer, les mobiliser. Moi, je vous ai montré les photogrammes, par exemple. Qu'est-ce qu'on choisit comme instant, etc. Voilà, c'est des problèmes nouveaux. Bon, ça, Pour le coup, Tiananmen, la vidéo est quand même devenue iconique. On voit le char qui avance et qui essaie de passer de l'autre côté et le gars qui... C'est un problème pratique, il faut vérifier ce que les gens retiennent au bout de 10, 20 ans. Elle est quand même depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui croient que cette image existe en photo et n'est qu'une photo. En plus, elle a été prise par plusieurs photographes. Mais voilà, à Elan, personne ne sait qu'il y a des vidéos exactement semblables, quoi. Donc on se rappelle... C'est un problème pragmatique, c'est les usages. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se souvient de ces images photographiques? C'est parce qu'elles sont remobilisées constamment avec un discours, dans des expositions, dans des occasions légitimes, et donc on augmente l'autorité de ces images par plein de moyens. Donc ça, on l'a pas beaucoup fait. Vous voyez, des expositions de vidéos, c'est difficile, quoi. Enfin, on commence à en voir, bien sûr. Mais voilà, il va falloir aussi d'autres dispositifs. C'est Twitter, l'exposition de vidéo, c'est Twitter. Merci. Merci beaucoup. Merci.